Nous sommes aujourd'hui avec Émilie, que j'ai la joie d'accueillir. Je suis très heureuse. Bienvenue, Émilie. Merci, bonjour à tous. Alors, Émilie nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Émilie est vétérinaire et on devait avoir cette conférence il y a déjà une semaine, mais malheureusement, la vie fait qu'il y a des imprévus et qu'Émilie n'avait absolument plus de voix jeudi passé. C'est Donc, ça, ça j'espère que ça va mieux. largement. Aujourd'hui, on va pouvoir parler. Donc, c'était bien de reporter parce que ça ne servait à rien de se faire mal ou de ne pas pouvoir le faire comme on le voulait. Donc, je vois qu'il y a déjà Laurence, Nathalie, Daniel qui sont avec nous. Donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui sont là à nous dire un petit coucou dans le chat, à vous présenter, à nous poser aussi toutes vos questions parce que, ben voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia, je suis pharmacienne et j'ai fondé l'école Pranazen, qui est une école de formation en aromathérapie pour les professionnels de santé en 2020. Mais comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent beaucoup, le vétérinaire, c'est toujours un point un peu plus sensible pour moi, que ce soit sur les huiles essentielles ou sur d'autres domaines. Donc, ben voilà, ça va être une chance aujourd'hui d'avoir Émilie qui va pouvoir nous accompagner. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions que vous auriez dans le chat. Donc, voilà, je suis sûre que si vous êtes là, c'est que vous avez des animaux de compagnie à la maison et que vous voulez leur faire du bien. Donc, chaque fois que vous avez une petite question, une petite interrogation, eh ben, vous n'hésitez pas à la poser dans le chat et comme ça, Émilie peut vous répondre. Donc, coucou Yveline qui est arrivée, Elodie, bienvenue tout le monde. Donc, Émilie, à toi l'honneur, je te laisse commencer par te présenter. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Émilie Burban, je suis vétérinaire depuis 2011. Pour vous expliquer un peu le parcours, donc j'ai été diplômée de Nantes avec une formation tout ce qu'il y a de plus classique. Depuis, je fais de la clientèle. Et puis, j'ai toujours été ouverte aux médecines, on va dire, complémentaires. Mais par malchance, on n'a pas de formation initiale à l'école. Donc, au bout de quelques années, suite en fait aux clients qui me posaient des questions sur l'homéopathie, la phytothérapie, et au fait que j'étais malheureusement pas capable de leur répondre, je suis retournée à la fac un an en parallèle de mon travail pour faire tout d'abord un DU en homéopathie. Et puis après, 2 ans après, j'ai fait la version phyto-aroma. Donc un DU, c'est quoi? C'est une formation qui a lieu à la fac de pharmacie de Nantes et qui est faite avec plein de professionnels de santé. Donc moi, je trouvais ça génial. Il y avait des médecins, des pharmaciens, des kinés de mémoire, des anesthésistes. En vrai, il y avait vraiment plein de monde. Et des vétos, du coup. Et l'idée, c'était après de pouvoir mettre ça en pratique chez les animaux de manière le plus sécurisée possible, on va dire. Et donc, je fais ça depuis, on va dire, j'ai fini ces formations-là en 2019. Après, donc, je suis praticienne, donc je ne suis pas du tout anti-allopathie, entre guillemets. L'idée, c'est de se dire, dans les cas où on est bloqué ou dans les cas où il y a des effets secondaires avec les traitements classiques, comment on peut intégrer de la phytothérapie ou des préparations à base d'huile essentielle pour avoir plus de choix thérapeutiques pour les animaux. Oui, tout à fait. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand on a échangé et quand on s'est rencontrés, c'est que finalement, j'ai vécu exactement la même chose que toi en arrivant au comptoir de la pharmacie, puisque ben, effectivement, le médicament, c'est tout ce que j'avais appris. Et face à des patients qui me disaient, vous auriez des choses naturelles, et là, on se retrouve un peu bête, on se dit, bah non, c'est quoi? Et ça rejoint un peu ton histoire, donc ça faisait vraiment écho en moi, cette histoire, Émilie. Alors, Émilie, je te propose de commencer maintenant qu'on te connaît, qu'on sait qui tu es. Parle-nous du coup peut-être des choses les plus courantes, on va dire, que tu rencontres. Et si tu peux nous dire déjà deux, trois trucs que tu mets souvent en place quand tu rencontres des animaux pour les aider, quoi. Ce qui est pour toi le plus important, entre guillemets. En pratique, donc je fais vraiment de la pratique généraliste, hein, donc de tout, hein, de la chirurgie, de la médecine. Ce qui oriente vers les médecines complémentaires, le cas, on va dire, le plus typique, c'est le vieux chien arthrosique, qui est pas bien, qui est pas confortable, et sur lequel alors on a de plus en plus hein, de choses en médicaments qui sont très utiles et qui fonctionnent très bien sur les chiens,
Mais il y a 10 ans, on avait des anti-inflammatoires et puis c'était à peu près tout, si je caricature un peu. Mmh. Et quand on avait un animal insuffisant rénal, ben, on était un peu bloqué. Donc l'idée, c'est de dire quand il y a besoin d'un médicament, on met un médicament. Quand on est un petit peu en amont, où les gens trouvent le chien pas confortable, on n'est pas dans le stade où le chien il est malade ou le chat, on est un peu en état intermédiaire, où il y a peut-être quelques symptômes, mais c'est un peu modéré. On dit est-ce qu'on met sous traitement ou pas. Là, c'est des cas où, soit moi, quand j'en parle, on peut proposer aux gens de mettre des solutions, comme tu disais, naturelles. Ou soit régulièrement, les gens me disent, une fois qu'on a mis sous médicament, ils disent oh, vous savez, il a eu de l'arpagophytum pendant 1 an et demi. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent régulièrement. L'idée à travers tout ça, là où je travaille, les gens savent de plus en plus que j'aime bien les médecines complémentaires. Et l'idée, c'est que quand ils veulent en faire, ils nous en parlent. Pour faire des choses de manière sécurisée. Et puis, pour des choses toutes bêtes, c'est que des fois, on met sous traitement. Ou alors, on a une chirurgie de prévue. Les gens, ils font de l'automédication de leur côté, mais on peut très bien avoir des interactions médicamenteuses ou des choses qu'il faut arrêter pendant la chirurgie, sauf que, évidemment, si on ne le sait pas, on ne peut pas conseiller les gens correctement. Oui. Et qu'est-ce que tu fais, toi, donc, du coup, pour les patients qui viennent te voir avec un chien arthrosique, on va dire, et qui sont tout à fait ouverts aux médecines naturelles, d'ailleurs, qui te demandent des choses naturelles pour ce chien, qu'est-ce que tu vas aller mettre en place? Alors là, il y a 2 options. Soit, on va parler un peu réglementation, je suis désolée parce que c'est un peu rare, mais malheureusement, c'est hyper important. C'est même essentiel dans ces cas-là. Soit le chien a une arthrose assez, on va dire, déjà assez marquée cliniquement. Voire, il a aussi d'autres choses. Un petit problème sur le foie. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, là, qui avait des reflux gastriques. Très bien, j'ai vu la dame il n'y a pas longtemps. Là, je suis partie vraiment avec ma casquette de praticienne, de dire là, c'est pas entre guillemets ce qu'on appellerait un cas conseil en pharmacie. Là, on dit ok, là, il faut vraiment une consultation médicale. Donc, j'ai vu les gens pour une consultation médicale, on a fait un bilan sanguin et là, j'ai fait ce qu'on appelle une préparation magistrale. Donc, ça, c'est un médicament, c'est sur prescription. Et j'ai pas fait des huiles essentielles sur lui pour le coup, j'ai fait des extraits de plantes fraîches standardisés pour vraiment avoir des formules concentrées. Et j'ai intégré la valence problème, on va dire gène locomoteur, et puis la valence reflux gastrique. Voilà. Donc là, c'est un champ, a priori, ça lui convient très bien, donc probablement qu'il va partir sur une solution de ce type-là sur le long terme. Si on vient un peu sur le côté quoi, du coup, parce que tu nous as pas dit ce que tu as mis dans qu'est-ce que tu as préconisé? C'était de mémoire. De mémoire. Alors, il y avait du scrofulaire, ça je suis quasiment sûre, parce que les arthrosiques, c'est quelque chose que vraiment j'aime bien. C'est comme, je caricature un brin, on va dire c'est le cousin de l'arpagophytum sur le côté articulaire, mais avec la plante est plus locale que l'arpagophytum, donc sur le côté environnement c'est intéressant, et puis avec une concentration en molécules intéressante qui est assez élevée, qui est supérieure à l'arpagophytum en fait. Donc ça, c'était une première chose. Pour les reflux, j'ai dû mettre de la mélisse de mémoire. En extrait sec standardisé. Oui, toujours, oui. Et puis du cassis, il me semble, pour le côté anti-inflammatoire. Je crois que c'était ça, sa formule à ce kilo-là. Et donc, il a été faire en pharmacie un mélange de ces 3 plantes dans une capsule ou en liquide? Excellente question. Sur les EPS en particulier, on est équipé où je travaille. Comme c'est des mélanges glycérinés, il y a beaucoup moins de contraintes que sur des préparations à base d'huile essentielle. Enfin, des contraintes. Donc, c'est les bourgeons finalement. Quand tu dis les extraits glycérinés, c'est des bourgeons. C'est des extraits de plantes fraîches standardisés. Ah, donc c'est pas des bourgeons, c'est des extraits. Les bourgeons, pour l'instant, j'en utilise pas beaucoup. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je me sens pas assez formée pour l'instant, mais j'aimerais bien intégrer ça bientôt. Parce que sur le côté sécurité d'emploi, ça m'a l'air extrêmement intéressant. Donc là, c'était, oui, sous ces extraits de glycérinés-là, on a ce qu'il faut pour faire nos préparations personnalisées. Sur les huiles essentielles, pour le coup, pour l'arthrose, ce que j'aime bien, c'est les huiles de massage. Alors, c'est des choses qui sont déjà toutes prêtes. Il y a des fabricants hyper sérieux qui font ça très, très bien. Et ça permet vraiment d'avoir un effet local hyper intéressant. Et tu fais des huiles de massage sur les articulations douloureuses?
Exactement, oui. Mm. Alors, je ne sais pas si on a le droit de citer les Oui, tu as labos. le droit. Tu n'es pas sponsorisé, donc tu as le droit. Il y a le labo Pilège là, qui est en Mm. humaine, qui a une branche santé animale qui s'appelle WAMIN. Et donc, il y a l'équivalent, alors je crois que c'est le cartimotyle pour les humains, Oui. en gel. Donc, ils ont fait un équivalent pour les animaux qui s'appelle Doloflamil. Et du coup, qui est très bien. Enfin, on a des très bons retours. La formulation est faite vraiment pour les animaux. Et puis, ça permet aussi que les gens soient un peu acteurs Ouais. des soins. Ils se rendent compte aussi par rapport parce que c'est surtout chez le chat, mais chez le chien aussi, ils sont très résistants à la douleur, ils sont très courageux. Ah oui? Et ah oui, des fois, on a des choses, enfin, entre ce qu'on voit sur une radio et ce qu'on voit à l'examen, on les trouve quand même vachement courageux. Ah oui. Les lésions qu'on voit et le peu de plaintes qu'ils nous font. Et le fait de faire des soins locaux, c'est toujours intéressant pour que les gens se rendent compte de l'évolution, en fait. Ouais. Aussi des symptômes. Ouais. Ouais. Chouette. Et du coup, tu as les petites gélules que tu as fait faire avec les plantes que tu nous as dit. Tu as le gel dont tu nous as parlé pour ces chiens arthrosiques. Est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place? Alors, les choses qui peuvent être intéressantes, sinon, toujours pareil, hein, dans l'optique de faire un traitement de fond sur des cas où on n'est pas dans le côté médical, mais plutôt sur la prévention de l'évolution, il y a des compléments alimentaires qui existent, qui sont intéressants, qui associent en général entre 2 et 4 plantes, et éventuellement des oméga-3 aussi. Les oméga-3 pour les animaux, alors. C'est Oui. les humains, mais tu les donnes aux animaux. Oui, pour les animaux, on peut aussi les utiliser avec. Alors, je sais qu'en humaine, c'est assez varié, mais chez nous, c'est pareil. Hein, c'est plus ça va, plus les données nous disent que c'est utile dans les problèmes articulaires, Ouais. dans les problèmes de peau, comme traitement, on va dire comme adjuvant, dans les problèmes cardiaques, problèmes neurologiques. Enfin, en fait, si on va jusqu'au bout, on se dit que dans plus de la moitié des cas, on pourrait complémenter en oméga 3. Quoi. C'est ce qu'on fait chez l'humain aussi. On se dit finalement, quand on lit tout le bazar, on se dit, en fait, on devrait tous en prendre, quoi, quasi. Exactement. Oui. Chez nous, il y a de plus en plus de données aussi avec on va dire des indications de plus en plus variées finalement. Ouais. Ouais. Donc, déjà pas mal de choses à mettre chez le chien arthrosique. C'est vrai que nous, en Gémeaux, puisque moi, c'est plutôt les bourgeons, mais ça m'intéresse le complément de tout ce que tu dis là. Nous, c'est vrai qu'on est souvent sur le cassis, comme tu as cité, mais du coup en gémothérapie. Et on en donne une goutte une goutte par 10 kilos. Donc, en fonction du poids de l'animal, tu vois, on donne une goutte par 10 kilos. Et c'est vrai on met ça dans son eau. Et on a aussi de super résultats sur tout ce qui est arthrose chez l'animal. Ça marche vraiment bien, très très bien aussi. Donc voilà, si on peut tout mettre avec en plus ce que tu dis là, c'est pas mal. Alors, il y a Daniel qui te demande aussi si tu utilises plus souvent les hydrolats pour les chats. Est-ce que tu les utilises? Qu'est-ce que tu fais chez le chat? Très peu. Très peu. Pareil, c'est parce que on a surtout parlé quand je fais mes formations d'huile essentielle, pas beaucoup et sûrement pas assez d'hydrolat. Ouais. Mais c'est une très bonne question parce que on pourra faire un topo huile essentielle et chat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. C'est très. Vas-y, on t'écoute Ouais, sur le l'usage topo. chez le chat, c'est compliqué sur les huiles essentielles. En gros, l'hydrolat, oui, comme la formule est nettement moins concentrée, il y a un côté sécurité d'emploi qui est largement meilleur, évidemment. Et en fait, si on prend un humain et un chat, le problème étant, chez le chat, il a un déficit sur une enzyme hépatique qui fait qu'il ne peut pas, il peut, mais avec des délais extrêmement longs, dégrader les dérivés phénolés. Donc, chez un humain, ça doit être 6 heures à peu près, la dégradation. Chez un chat, c'est 3 jours. Alors, Donc, intoxication rapide. oui, voilà. Là, il y a un risque d'intoxication qui est réel et qui n'a pas négligé. Donc, tout ce qui est phénol, donc l'origan, le thym, athimol, la sarriette, voilà, tout ça, il faut vraiment de toute façon, en automédication. Faut Les rien faire phénols, c'est déjà. souvent à visée thérapeutique. Ouais.
Donc, faire quelque chose en automédication à visée thérapeutique, de toute façon, c'est non. C'est pas le sujet. Là, parce que j'anticipe les gens qui peuvent me dire, mais je ne comprends pas, il y en a un petit peu dans tel ou tel produit. Là où on peut utiliser les phénols chez le chat, il y a deux possibilités. Soit c'est intégré à des produits d'hygiène parce que les concentrations utilisées sont extrêmement faibles et que les tests ont été faits en amont de la commercialisation. Donc ça, c'est possible. Et la deuxième chose, il y a quelques données de recherche qui montreraient que à visée thérapeutique, certaines utilisations seraient intéressantes de composés phénolés. Mais alors là, c'est de la préparation magistrale, c'est sous contrôle médical strict, et du coup, c'est le veto qui, entre guillemets, qui prend sa responsabilité de dire ce cas-là, c'est un cas compliqué parce que ceci, parce que cela, donc je. Mais vous le faites parfois alors? Parce que moi, je pensais que les composés moi, phénolés, on personnellement, ne le faisait jamais. Moi, je vais être très claire, je ne le fais jamais parce que j'ai trop peur des complications. Ah oui, ben, je comprends. Je sais que certains collègues ont pu le faire, mais de manière vraiment très épisodique, sur des cas où en fait on n'arrive pas à s'en sortir sans cette solution-là, en gros. Ça peut être sur des bactéries multirésistantes où on dit je vais faire mon traitement allopathique et je vais adjoindre un complément à base d'huile essentielle pour favoriser l'efficacité du traitement, en gros. Mais oui, non, à oublier chez soi. La cannelle, pareil, même topo, à oublier chez soi. C'est tellement caustique, irritant que. Surtout. Et donc, le chat, pour en revenir quand même aux histoires d'intoxication, parce que c'est important. Et puis, je crois qu'il y a une question sur les antipuces. Donc, j'en profite. Tu lis les questions en même temps? Je vais faire la transition. Je te les dis, hein, si tu n'as pas le temps. Le chat, alors, il a cette histoire de déficit enzymatique qui est quand même un sujet en soi. Et c'est un animal évidemment de petite taille, donc on va arriver aux doses toxiques beaucoup plus vite que chez un humain ou que chez un gros chien. Et en plus, ils sont assez sensibles au niveau de l'appareil respiratoire, donc ils peuvent faire des bronchospasmes de manière plus facile que d'autres espèces. Donc pour toutes ces raisons-là, sur les cas d'intoxication qui sont répertoriés par les centres antipoison véto, les huiles essentielles occupent une très bonne place, malheureusement. Donc on peut se dire, oh, c'est naturel. Finalement, une huile, quand on voit ce qu'on fait avant d'obtenir une huile à partir de la plante, le côté naturel, il est quand même à prendre avec précaution. Et du coup, il faut vraiment faire gaffe sur ce côté-là. Et en fait, sur les antipuces, du coup, pour en revenir à la question de Daniel, je suis très embêtée. Alors que ce soit pour les antiparasites externes ou internes, il n'y a pour l'instant personne qui a trouvé une formulation qui soit à la fois sécurisée pour le foie des animaux, y compris sur une utilisation prolongée, et efficace. Alors, il y a des huiles qui tuent très bien les puces, hein. Ça c'est connu, il y en a assez nombreuses, mais par contre, c'est comment on l'utilise de manière sécurisée en local sur nos animaux. Je sais qu'il y a des collègues qui donnent un peu des petites formules en disant ça a l'air de marcher. Pareil, hein. Moi, le foie des animaux, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Donc, je suis très, très fiévreuse pour ça. Et sur les colliers répulsifs à base d'huile essentielle, il y a aussi des cas d'intoxication qui sont répertoriés par léchage, entre autres, comme le chat est un animal qui aime beaucoup se lécher pour faire ça à la toilette. Ouais. C'est un peu catastrophique. Hein. Donc, pour le moment, on ne fera pas d'antipuce aux huiles essentielles pour le chat. Non, vaut mieux pas. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de plus faire du traitement systématique comme ça peut être préconisé à une époque. Quand je parle de traitement systématique, de traitement chimique, il faut faire du raisonné. On voit maintenant, on a le recul sur ce que ça fait sur l'environnement, c'est pas bien brillant, quoi. Donc, l'idée, c'est de faire du raisonné et d'en faire de manière le plus ponctuelle possible, quand même. Oui, c'est bien que tu soulèves ça, cet aspect environnemental, parce que on n'y réfléchit pas, mais en fait, tous ces produits hyper toxiques et chimiques, ils se retrouvent tous dans l'environnement. C'est comme avec les répulsifs moustiques qu'on se met sur le corps, quoi, qui sont du 10, du R35, ça va dans le sol après. Hein, c'est exactement pareil. Hein. Alors, j'avais une question que je vais afficher ici de Nathalie. Sa petite chatte exotique short hair qui a donc yeux. Attends, Nathalie, là c'est compliqué. Les yeux qui pleurent et éternuement des sécrétions de couleur marron. Les yeux. Alors, ici on va faire une consultation, hein, mais du coup la question, est-ce que c'est bien de nettoyer avec de l'hydrolat bleuet si on est chez soi?
un chat qui… Pourquoi pas, ça peut, et de mémoire, c'est contenu dans certains nettoyants, type de bleuet, pour limiter les colorations après des poils. Ouais, là, la vraie question, alors, c'est une chatte exotique, donc elle a peut-être le nez un petit peu écrasé, comme on dit. C'est des animaux, et les chiens, c'est pareil, hein, les chiens à nez un petit peu court, ils sont vraiment très sensibles au niveau respiratoire. Bon, là, elle a à la fois des éternuements et des yeux qui pleurent. Ça pourrait être quelque chose de type coryza. Donc là, oui, une consultation peut être indiquée pour voir ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Alors, j'ai dit Anne ici qui nous dit, qu'est-ce qu'on fait du coup pour vermifuger son chien? Comment tu conseilles, à quelle fréquence du coup pour essayer de pas non plus intoxiquer toute la planète? Oui, parce que là, je suis très embêtée. Voilà, pour les produits naturels, on est limité. Et il y a quand même des industriels qui se creusent la tête, hein. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Il commence à y avoir des données théoriques, mais même topo, là, il n'y en a pas de produit encore au point. Là, moi, je conseille en pratique, je conseille de l'allopathie, hein, là, clairement. Oui, mais de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Non, pas d'alternative. C'est la fréquence qui est conseillée, c'est une fois tous les trimestres. Ce qui serait le top du top, de manière pour être rigoureux scientifiquement, ce serait en fait de faire des copros, donc des analyses sur les crottes, pour savoir, si votre animal est infesté et si oui, pour qui, pourquoi. En pratique, faire ça tous les 3 mois, c'est vachement contraignant. Ouais. Peut-être qu'on aura des contraintes réglementaires un jour, hein, par rapport à ces vermifuges. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant, on en est là. Le traitement allopathique au changement de saison. Bah oui, c'est ça. Donc, pas tous les mois, pas toutes les semaines. Non, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça c'est bien de le rappeler parce qu'il y en a qui ont tellement peur. Ils viennent toutes les semaines, moi. Que tu dis, parce que les vermifuges classiques, ils traitent pour le coup les vers les plus classiques également. Et des fois, on peut avoir des infestations sur des parasites qu'on ne voit pas souvent. Parce que ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui me disent moi je vais à la pharmacie tous les mois pour vermifuger, mais c'est absolument pas normal. Et à ce moment-là, pour le coup, il faut faire des analyses sur les selles de votre animal pour vraiment voir ce qui se passe, s'il y a une dysbiose, s'il y a un problème vraiment de vermifugation et quel est le parasite concerné, etc. Oui, ça me semble essentiel. Alors, les huiles essentielles pour éloigner les tiques, sur quelle zone? Je suppose qu'on ne peut pas trop en mettre. Hein. Non, c'est un peu navrant, hein, j'entends. Hein. Et sachant que les huiles essentielles, il y a un côté, c'est pas rémanent, quoi. Il faut en mettre tout le temps. Et donc le chat, pas d'huile essentielle. Donc nous, c'est ça qu'on faisait déjà, pas d'huile essentielle sur le chat. Après, nous, on se dit que quand on met un diffuseur d'huile essentielle, on laisse une porte ouverte à l'animal pour se dire, si ça lui plaît pas, qu'il puisse partir. S'il se met là, c'est que ça va. Voilà, là, en diffusion, on n'est pas sur les mêmes concentrations. Non, en diffusion, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est hyper intéressant. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le côté, on n'est pas dans le côté médical, mais dans le côté bien-être de l'animal, sur du stress. Nous, on consulte, là, on a une solution, mais pareil, qui est faite par un labo qui est déjà toute prête, où il y a des huiles essentielles d'agrumes. Mais moi, il y a de la lavande vraie ou du lavandin et de l'ylang-ylang. Et c'est pas mal. C'est ça. Parce qu'en diffusion, malgré tout, ils le respirent, mais la concentration n'est pas toxique pour leur foie. Et ils peuvent quand même, comme ça, bénéficier des principes calmants, sédatifs, un peu dans leur sang, pour vraiment les apaiser, les calmer, leur confort, quoi. Nous, c'est en diffusion sèche. Ce que je fais, en fait, en début de consultation, quand je vois que le chien ou le chat, il est vraiment sur la défensive, évidemment, je ne vais pas lui mettre le spray à 2 cm du nez, mais j'approche doucement le spray. Et il y a 2 réactions. Il y a celui qui est très curieux, qui va sentir et où je vais me dire, OK, ça a l'air plutôt pas mal. Et il y a celui qui va me faire une moue de dégoût caractéristique. C'est pas la bonne odeur. Donc voilà, celui-là, je referme mon petit spray, je mets ça ailleurs. Et celui qui est content, j'en fais un petit pchit sur un coin de la table. Comme ça, pareil, si finalement il n'aime pas trop, il se met de l'autre côté et puis on fait notre consultation comme ça. Ouais, ça c'est génial. Pour ça, les huiles essentielles, elles sont vraiment, vraiment incroyables pour tout ce qui est apaisant. Et moi, j'avais une patiente qui avait très peur. Justement, elle avait un chien, elle avait très peur des huiles essentielles. Mais elle diffusait un mélange, je crois que c'était ylang-ylang avec de l'orange douce, parce qu'elle, ça lui faisait du bien. Alors, elle disait, quand je diffuse, je mets mon chien dans la cuisine.
et je l'enferme parce Oui. qu'il ne faut pas qu'il respire les huiles essentielles, mais il pleure pour venir. Et le pire, c'est quand il vient dans le salon, il se pose par terre en dessous du diffuseur. Et je disais, ben, c'est que ça lui fait du bien, c'est qu'il est content et c'est qu'il a envie d'être dans cette odeur. Donc, c'est pas grave, vous pouvez le laisser respirer et se faire du bien, quoi. Donc, donc la diffusion, c'est OK. Pour le chat, le chien, ben, laisser toujours la porte ouverte, qu'il puisse partir si jamais c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Le chat, on ne lui met pas d'huile essentielle dessus, surtout pas, parce que ben, du coup, il ne s'est pas dégradé correctement, donc son foie s'intoxique et on le perd, hein, ce pauvre chat. Et sur le chien, comment ça se passe alors avec les huiles essentielles? Comment on fait? Le chien, bah, en fait, j'utilise, moi en pratique, c'est vrai que j'ai la même, comment dire, la même façon de faire. Je sais que le chien, il va être moins à risque de faire des intoxications, parce que les chiffres font que c'est vrai. Moi, j'ai tendance à utiliser les mêmes principes de précaution, à savoir, je peux conseiller des choses qui contiennent des huiles essentielles, mais des solutions toutes prêtes. Dans des cas, mais c'est rare, hein, mais je pense à un cas de rhinite chronique, voilà, avec un germe pas sympa, et ben, peut dire, allez, je fais une préparation, mais à ce moment-là, je fais une ordonnance et c'est le pharmacien qui va préparer. Parce que bah, là, je pense que tu sauras expliquer mieux que moi aux gens, mais pour être dans les clous, c'est pas sur un coin du labo dans la clinique qu'il faut faire ça, c'est absolument pas ça. Il faut une hotte aspirante, il faut beaucoup de matériel de protection, etc. Ouais. Donc je fais ça. Après, ouais, sur les chiens, je réfléchis, mais en fait, ça va être à peu près les mêmes indications que le chat. Les choses qui existent dans le commerce en forme, ce qu'ils appellent produits d'hygiène, ça va être pour gérer le stress. Mais ça, c'est voilà, sur le côté bien-être, c'est bien, c'est intéressant. Il y a tout ce qui est soins externes, donc soins de massage quand il y a de l'arthrose, des cicatrisants. Ça peut être aussi, si un truc intéressant, mais alors là, c'est sous supervision du veto, quand il y a des plaies. Oui. Quand il y a des plaies ouvertes, des trucs pas jolis, alors absolument pas d'huile essentielle pure, parce que alors là, vous allez brûler les chairs, enfin voilà, faut surtout pas le faire. Par contre, il y a des formules qui existent, qui sont formulées exprès à base, entre autres, de miel médical et d'huile essentielle à petite quantité, qui vont permettre d'accélérer la vitesse de cicatrisation de la plaie et du coup limiter aussi les antibiotiques, en tout cas en termes de durée. Parce qu'évidemment, quand il y a une plaie, on ne s'amuse pas. Enfin, moi, j'en suis pas encore au stade où j'essaye juste en soins locaux, je mets des antibiotiques quand même. Pour pas que... Bah, tu as raison, principe de sécurité. T'imagines après, si ça ne marche pas, le patient, il t'en voudra quand même. Hein. Bien sûr. Mais par c'est contre, vrai que c'est. Dis-moi. Ben, on peut faire que la plaie elle se referme plus vite et même pour les gens, parce que les soins, des fois, il faut les faire à la maison, c'est hyper contraignant. On n'aime pas forcément faire des soins sur son animal non plus. Hein. Tout le monde n'a pas la vocation infirmière, on va dire. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est vrai que moi, j'avais déjà vu des vétos qui avaient soigné avec ces préparations à base de miel et d'huile essentielle sur des plaies qu'elles trouvaient vraiment pas très jolies et tu vois, sous couverture d'un antibiotique oral quand même et qui me disait que du coup, au niveau du temps de cicatrisation, elle voyait une grande différence sur le fait que ça n'avait rien à voir avec juste l'antibiotique par voie orale, quoi. Ah oui, non, mais clairement, c'est incroyable. C'est vrai qu'on gagne vraiment du temps de traitement et bah, c'est hyper gratifiant, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. Et le patient, il est hyper content aussi, quoi. Alors, je reprends ici. Donc, on a Nathalie qui nous dit toujours, pour son coryza, il existe un traitement naturel pour lutter contre cette maladie ou simplement un nettoyage des yeux suffit. Moi, j'avais entendu qu'on pouvait, tu me dis si je me trompe ou pas, parce que les animaux, moi, je n'ose pas. J'avais entendu qu'on pouvait peut-être le mettre dans une cage s'il avait l'habitude et de laisser les huiles essentielles aller dans ses bronches comme ça. Je ne sais pas si on peut ou pas ça. Si, en gros, faire des inhalations. Oui. Soit, bon après c'est le veto, enfin voilà, qui vous conseille, mais non, les inhalations c'est vraiment top. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler tout à l'heure quand on parlait de dans quel cas on peut en mettre. Les problèmes respiratoires, c'est un super indication en traitement adjuvant. Les petites précautions quand même à prendre. Bah là pareil, il y a des formulations, il y a plusieurs labos qui ont fait des formulations toutes prêtes.
où vous avez les concentrations adaptées en huile. On va faire sur le chat, parce que c'est le plus compliqué quand même. C'est le plus difficile. Le chat, il n'aime pas le confinement, mais malgré tout, là, il va être obligé d'être confiné un petit quart d'heure. Donc, vous mettez votre chat dans sa boîte de transport, vous fermez la boîte de transport en question, vous chauffez l'eau, mais alors il ne faut pas forcément la faire bouillir, hein. Vous arrêtez avant l'ébullition. Et surtout, comme le chat aime bien faire des bêtises, vous vérifiez que la porte, elle est bien fermée de la cage pour pas qu'il secoue comme ça et qu'il ouvre. Et vous mettez le bol à distance de sécurité par rapport aux pattes. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont appelé parce qu'une ou deux fois, le chat, il a fait comme ça, pof, 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 et il s'est brûlé les pattes en voie avec l'eau. Donc, faites vraiment attention à ça. Une fois que c'est fait, vous prenez une petite serviette, vous englobez tout le système, le bol et la cage. Et on fait ça 10 minutes. On surveille quand même, hein, parce qu'il y a des chats qui stressent, qui vont trop stresser. En fait, on ne pourra pas le faire. Donc, il faut vraiment être pas loin et puis surveiller que tout se passe bien. Mais non, par contre, en termes d'efficacité sur les symptômes, c'est hyper intéressant. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, Nathalie, tu ne feras pas de tort si tu essayes ça. Pour le reste, il faudra aller chez ton vétérinaire voir ça. Alors, Yveline qui nous dit, pour transporter un chat, c'est du vécu, quelques gouttes de camomille, mais sur un coton dans la cage. Oui, donc, tout à fait. Ça bien... fait partie de certaines formules qui existent, hein, les huiles essentielles de camomille. Et puis là, vous êtes en inhalation, ce qu'on appelle sèche. Donc, comme tu disais, on met ça dans un endroit. Au pire, si le chat il n'aime pas, il tourne la tête dans l'autre sens. C'est ça, exactement. Ça peut suffire. Exactement. Et alors, elle nous dit, depuis qu'elle a son petit gribouille bébé, je lui donne tous les jours 2 comprimés de levure. Il y a 9 ans aujourd'hui, jamais malade, poil. Ah, c'est la levure de bière, je suppose. Alors, qu'est-ce que tu penses de la levure de bière chez les chats? J'ai l'impression que gribouille, c'est un chat, puisque tu as parlé de chat, oui, Yveline, oui. J'en pense pas grand-chose, j'avoue. Ni en bien ni en mal d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je connais parce pas. Que je sais qu'il y a des choses qui existent avec de la levure de bière incorporée, mais j'ai jamais creusé le sujet. Ouais. Je serais bien embêtée à vous donner un avis. Donc, si on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je dis toujours aux élèves, ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, s'il a 9 ans aujourd'hui, qu'il est en pleine forme, qu'il n'est jamais malade et qu'il a un poil superbe, ben c'est très bien, très très bien. Alors, très plat, dit Nathalie, ça je ne sais pas ce que c'est très plat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je pense qu'on a fait le tour. Qui avait des questions dans le chat. Donc, profitez-en tant qu'Émilie est là parce que c'est assez incroyable. Alors, Émilie sera aussi avec nous mardi à Nantes. C'est ça, Émilie, que tu viens de me dire, hein? Oui. Que tu seras au salon à Nantes. Donc, voilà, pour tous ceux qui viennent au salon nature et santé à Nantes, vous savez, c'est le 29, non, le 30 juin, le lundi 30 juin et le mardi 1er juillet. Eh bien, mardi, vous pourrez rencontrer en chair et en os Émilie. Donc, pour celles que ça intéresse. Alors, je ne sais pas si tu as encore 2-3 petits trucs à nous partager, du coup, Émilie, que tu voudrais nous dire. Je te prends au dépourvu, là. Hein. Non, je peux réfléchir à 2-3 petites choses que j'ai vues passer. Si, tu fais très bien de m'en parler. Parce que j'y ai pensé pareil il n'y a pas longtemps, je me suis dit, il faut que je en parle. Sur les huiles, mais en fait, ça ne va pas concerner que les huiles, ça va concerner tout le reste. Des choses que j'ai vues en vrai, on va dire, les soins à faire dans les yeux. Donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'hydrolat tout à l'heure. L'hydrolat, ok. Huile essentielle dans les yeux, interdit. Hein. Enfin, ça paraît bon sens, mais je l'ai déjà vu. Donc, je préfère vous dire. Tu l'as déjà vu? Huile essentielle diluée, non, même diluée, il ne faut surtout pas, c'est trop fragile. Ah oui. Et tout ce qui est aussi huile d'amande douce, des choses comme ça. A priori, ça circule comme info sur Internet. C'est des bêtises. Enfin, j'ai vu un chien. En fait, quoi? C'était pour hydrater l'œil, je crois. Ah oui. En fait, il y avait un chien qui avait une pathologie en fait assez sévère. C'était un début de week-end. La dame n'a pas osé appeler les urgences. Et puis, quelqu'un lui a dit « Oh, mais oui, regarde, j'ai trouvé sur Internet, on peut faire lui. » Bon, c'était un petit spitz. Je ne sais pas ce que c'est un petit… Ah oui, il est tout petit, là. Assez velu. Et en fait, je me suis retrouvée avec un… En fait, les poils, tous les poils avaient collé, en fait. Enfin, je me suis retrouvée avec une situation vraiment galère à gérer. Donc, ouais, ça, grosse méfiance. Et sur les choses que j'ai vues aussi, tout ce qui est cataplasme à base d'argile, faites super attention parce que forcément, nos petits animaux, ils sont poilus. Donc, le risque, c'est qu'on laisse des résidus et qu'en fait, ça assèche, mais de manière trop excessive.
C'est que des fois, les gens font ça en automédication, pensant bien faire. Il faut vraiment, enfin, il y a des choses qui peuvent se faire, mais demander conseil à quelqu'un, à un professionnel, on va dire, mais ouais, faites attention à la durée sur laquelle vous faites, et puis en fait, il faut rincer à mort, sinon on fait plus de mal que de bien, clairement. Ah oui, donc le fait, tu vois, on dirait que ça a l'air anodin, mais donc le fait de leur mettre de l'argile sur la peau, sur le poil, en fait, tu vas assécher la peau et tu peux créer des irritations, en fait, c'est ça? Bah là, c'était un cas particulier où en fait, il y avait une toute petite plaie, de rien du tout visible par la personne, sauf qu'en fait, c'est un abcès débutant. C'est une bagarre de chat, enfin, c'est la période en plus, là, comme on est encore Ouais. au printemps. Et elle s'est dit, bah, je vais mettre, comme quand moi j'ai des petits bobos, je vais mettre de l'argile verte sur mon chat. Et en fait, le chat avait un peu son caractère, donc elle a eu beaucoup de mal à enlever ce qui était autour. Donc c'est resté un jour ou deux. On s'est retrouvé avec une grosse bouille comme ça sur le chat et l'abcès qui avait percé. Euh, ça Pas s'est fait, terrible. le chat a été soigné, mais en fait, pensant bien faire, on s'est retrouvé avec des complications qui auraient pu être évitées, quoi. Oui, Et c'est oui, aussi le danger, quoi, hein. C'est vrai qu'on dit c'est naturel et tout ça, mais c'est bien que tu éveilles aussi notre attention sur le fait de dire, bah, l'argile, même si ça n'a l'air de rien, ben, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. En tout cas, sans demander à un vétérinaire de les faire correctement, quoi. bah, comme tu dis, de l'argile, on dit, bon, Bah oui. qu'est-ce que je risque en fait? Enfin, voilà, après, on pense pas mal. Et après, sur des autres choses, bon, voilà, c'était tout ce que j'avais en tête. Il y a des choses qui vont revenir après, mais C'est peut-être pas mal déjà, hein, c'est peut-être pas mal. Alors, on a Isabelle Constant que je vais ah, afficher, oui. qui nous dit comment soulager un chat de l'inflammation, l'insuffisance rénale. Alors là, il faudra peut-être préciser parce que c'est peut-être en lien avec l'arthrose dont on a parlé Non, tout c'est à l'heure. une très très bonne question. Qu'est-ce que Euh, tu fais avec un chat qui a de l'arthrose? effectivement. Si la Donc là, dame veut quelque chose de naturel pour soulager sa douleur quotidienne, mais qu'il a une insuffisance rénale. alors bah là, je vais reprendre voilà, la casquette vraiment praticien, on Ah va oui. dire. Parce que là, insuffisance rénale, on est bien en face d'un animal malade. Mm. Insuffisance rénale, il y a, alors vous devez savoir, Isabelle, il y a plusieurs stades selon le niveau. En gros, quand votre chat il est diagnostiqué insuffisant rénal, il y a à peu près 2 tiers des cellules des reins qui ne fonctionnent plus. Il reste un tiers qui fonctionne. Dans les stades, donc l'idée, malheureusement, cette maladie, c'est une insuffisance rénale chronique, mais je pense que c'est de ça dont vous parlez. Soit c'est aigu et il y a des causes sous-jacentes qu'il faut chercher, soit c'est chronique, c'est dégénérescent. L'idée, c'est pas de guérir le chat, parce qu'on ne pourra pas malheureusement, mais c'est de limiter l'évolution de la maladie. Alors avant, on peut penser phyto complètement. Dans un premier temps, en général, on pense alimentation. On essaye de mettre en place une alimentation qui, entre guillemets, ne fasse pas trop travailler les reins. Donc là, ça dépend de plusieurs facteurs. Entre autres, ça dépend de si on a un animal qui est un peu trop gros au diagnostic ou s'il est trop maigre. Quand ils sont insuffisants rénales, des fois, c'est trop maigre. Donc on essaye de faire en sorte aussi de maintenir. On n'essaie pas de pas trop alléger en protéines parce qu'en fait, le chat il va perdre ses muscles. On ne veut pas qu'il perde ses muscles. Donc c'est toujours un équilibre à trouver entre deux. Après, sur le côté insuffisance rénale pure et dure, il y a soit des médicaments allopathiques qui existent, mais dans des stades un peu plus avancés, pas au tout début de la maladie. Soit en phytothérapie, il y a des solutions qui existent, alors souvent sous préparation magistrale, et il y a des compléments alimentaires à visée rénale qui existent. Un certain nombre contiennent des choses plutôt ce qu'on appelle drainantes et diurétiques, type de l'orthosiphon, Mm. qui est une Pour molécule soulager un peu ce rein malade, quoi. qui est hyper intéressante. Mais par contre, oui, il y a de plus. J'en parlais avec une collègue il n'y a pas longtemps quand prescrit, vraiment dans le cadre d'une consultation, des plantes en traitement adjuvant, des insuffisants rénaux. Oui, c'est une très bonne indication. Mm. Mais toujours, comme tu le dis bien, Émilie, en consultant son vétérinaire pour faire ça en collaboration. Bien sûr que le vétérinaire connaisse le chat et voit. Bah oui, puis tout simplement parce que dans des stades vraiment très très précoces, il n'y a pas forcément besoin de complémenter. En fait, des fois, on fait juste un changement alimentaire et encore, et c'est tout. Ouais. L'idée, c'est pas de remplacer un médicament classique par de la phyto, c'est aussi de dire des fois, bah, en fait, juste des mesures d'hygiène alimentaire vont suffire. Mm. Ouais. Ah, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, hein. Enfin, moi, en tout cas, le vétérinaire, c'est vrai que
même avec tout ce qui est... Bon, la Gémeaux, encore, c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de risques, en fait, que l'aroma. Mais c'est vrai que c'est après, ça demande vraiment l'avis d'un professionnel qui connaisse le chien, le chat et tout ce qui le constitue, sa physiologie, tout le bazar. C'est pas évident et puis c'est pas la même chose qu'un être humain. Déjà en poids, en tout ça. Quelle Alors, alimentation? ouais, Très bonne tu as question. vu. Alors, elle te reprend la balle au bon, hein. Non, non, mais c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai dit ça un peu à la volée, mais sans vous préciser. Sur les aliments qui sont conseillés en général. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu. Le plus classique, c'est des aliments qu'on appelle rénales. Donc, qui sont voilà, avec une concentration en protéines et surtout en phosphore adaptée. J'ai une collègue qui fait beaucoup d'alimentation qui me disait qu'il y avait, dans certains cas, quand le chat il était vraiment à son poids de forme, certains aliments, mais de bonne qualité, mais seniors, pouvaient tout à fait être adaptés. Là, votre petit loulou, il est en stade 3, donc peut-être qu'un aliment rénal pourrait être intéressant. Et le top du top, mais après, les freins peuvent être budgétaires aussi, hein, faut en avoir conscience, c'est d'associer une partie de votre alimentation rénale en croquettes, en nourriture solide, et une partie en nourriture humide avec des pâtés, parce que ça fait boire le chat. Le chat, il vient du désert à la base. En gros, il ne boit pas assez, hein, même quand il est en bonne santé. Il ne boit pas assez par rapport à ce qu'il faudrait pour soulager ses reins. Donc, ça peut être une bonne option. Mais après, ouais, quand on nourrit le chat avec la pâtée, on est bien conscient que le coût journalier peut être un peu élevé pour les gens. C'est un peu le bémol, malheureusement. Ouais. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont aussi prêts à en mettre le coup, entre guillemets, s'ils savent que c'est bénéfique pour l'animal, hein. Oui, puis nous, on est là pour expliquer tout ce qui existe. Après, on n'est pas là pour faire des jugements et les gens, ils font Voilà, ce qu'ils peuvent. Et on est ouais, juste là pour les accompagner, quoi qu'il arrive, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Alors, n'hésitez pas, vous avez encore quelques petites minutes pour poser vos questions. Après, Émilie s'en ira avec moi. Et Émilie, si tous ceux qui te regardent aujourd'hui ou qui te voient ont envie de prendre contact avec toi, est-ce qu'ils peuvent le faire ou s'ils habitent dans ta région ou je ne sais pas, et comment ils peuvent te contacter? Ah, c'est une bonne question. Que je fais plus d'itinérants. Moi, je sais pas, non, je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub pour là où je travaille. Après, tu peux dire que tu ne sais pas et qu'ils peuvent me contacter si jamais ils veulent en Bon, je apprendre travaille, plus. voilà. J'habite au nord d'Angers et je travaille au sud de la Sarthe. Non, pour me contacter, bah, souvent, ouais, c'est soit par ma clinique, me les après, parce que les clients me connaissent, ou soit par LinkedIn éventuellement. Ouais, bah sur LinkedIn, tu y es, hein. De toute façon, moi, Oui, parce j'ai que communiqué avec toi par là aussi. on est quelques-uns, hein, je suis pas toute seule hein, du tout à faire la phyto, loin de là. L'idée peut être en fonction de là où les gens habitent. Alors, je connais pas tout le monde hein, loin de là, mais Ouais, en fonction de là où les gens habitent, je peux éventuellement les orienter vers un confrère qui fait de la voilà, phyto et de l'aroma. Ça, c'est tout à fait exactement. possible. Donc voilà, pensez bien à Émilie qui peut vous guider partout chez des confrères qui habitent près de chez vous. Et dernière petite question, après on va vous laisser de toujours Isabelle qui dit est-ce qu'elle doit faire quelque chose par rapport au sel pour son chat? Bah, rien de. C'est une bonne, oui, bonne question aussi. Pour le coup, tout ce qui est aliment type rénal est déjà. La formulation prend en compte oui, le phosphore, je vous disais, puis le sel également. Rien de particulier à faire en complément pour Isabelle. Bah oui, puisque comme tu disais, la nourriture est déjà allégée en sel et tout ça, je suppose, puisque c'est rénal, c'est spécifique pour eux. Oui, c'est vraiment, voilà, c'est l'idée, un peu, en caricaturant un peu, c'est de faire un aliment qui va pourvoir aux besoins physiologiques du chat, mais en faisant travailler le moins possible les reins. Mm, c'est ça, c'est ça. Impeccable. Isabelle, tu nous diras du coup si ça répond bien à ta question et si tu as des pistes de réflexion pour ton chat. Alors, ben, Émilie, en tout cas, un tout grand merci d'être venue avec nous. Moi, ça m'a éclairé des pistes sur plein de choses en veto. On voit qu'on a encore du chemin à faire, hein, parce que, ben, comme tu dis, on n'est pas encore hyper à l'aise avec tout ce qui est chat, chien, huile essentielle. On prend encore beaucoup de précautions. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de recherche qui est faite en ce sens et que ça va aussi évoluer dans les années à venir. Oui, en fait, mais je pense que c'est un peu la même chose en humaine. C'est pas qu'on veut pas, c'est, alors, il y a
pour les animaux, il y a encore des contraintes réglementaires, mais finalement en humaine aussi. Et puis, c'est par manque de données, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, principe de précaution. Mais oui, moi j'ai bon espoir qu'on ait de plus en plus de choses à notre disposition dans les années à venir, clairement. Oui, moi aussi. Moi aussi. Bon, ben merci beaucoup Isabelle. Merci à toutes et à tous, puisqu'il y avait Daniel qui était là tout à l'heure pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je suis très contente, Émilie, qu'on ait pu faire cette conférence et que tu aies ta voix. Donc ça, c'est hyper chouette. Et puis, je vais vous dire à toutes et à tous une très belle soirée. Et n'oubliez pas qu'on sera au salon de Nantes, Nature et Bien-être, moi le lundi et le mardi. Et Émilie passera le mardi. Donc, si vous voulez passer, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et à tous. J'espère que cette conférence d'Émilie vous aura plu et vous aura aidé à vous donner des pistes quand même et à voir un petit peu plus clair. Et puis, je vous dis à très vite. Merci à tous. Bonne soirée. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.